Et bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, la première d'ailleurs, la toute première. J'espère que vous êtes en forme et que vous avez le sourire parce qu'aujourd'hui nous allons aborder un sujet très compliqué. Non, je plaisante, c'est pas si compliqué que ça. Je suis Rémi Crisage et je suis agent mandataire en immobilier. Je fais cette vidéo aujourd'hui pour répondre à certaines questions, certaines inquiétudes que j'ai eues et que vous vous posez certainement par rapport à un événement de grande ampleur qui a eu lieu ces derniers temps et qui d'ailleurs événement actuellement toujours en cours. Euh, il s'agit de la catastrophe de Lubrizol à Rouen. Vous n'êtes pas sans savoir, si vous avez suivi l'actualité, que cette usine Lubrizol a subi un incendie et ça a généré toute une catastrophe écologique sur les communes autour. Il y a plusieurs dizaines de communes qui ont été touchées. Alors, à ce niveau-là, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à continuer de suivre la presse, les médias ou les autorités. Je ne détaillerai rien dans cette vidéo par rapport à cette catastrophe en elle-même, puisque je n'en sais pas plus que vous. Je suis l'actualité, les médias, comme beaucoup d'entre vous. Aujourd'hui, je vais plutôt vous parler, dans un premier temps, de ce qu'est un site Seveso, et ensuite nous allons aussi parler des risques, de tous les risques qui peuvent être liés à l'immobilier. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un site Seveso? Alors, en 1976, il y a eu une autre catastrophe dans le nord de l'Italie, près de la commune justement de Seveso. Il s'agit d'une usine chimique qui a laissé malencontreusement s'échapper un nuage d'herbicide. Donc ce nuage d'herbicide s'est échappé pendant une vingtaine de minutes, mais a contaminé tous les alentours et ça a généré une grosse catastrophe d'ampleur écologique et sanitaire. Plusieurs personnes ont été hospitalisées, notamment des enfants, et plusieurs dizaines de milliers d'animaux sont morts, aussi bien des animaux sauvages que des animaux domestiques. Certains animaux ont même été abattus par les autorités suite à cette contamination. Alors, a priori, il n'y a eu aucun mort lié directement à cette catastrophe. Y en a-t-il eu par la suite de façon indirecte? Je n'en sais pas plus que ça. Et donc, tout ça pour vous dire que suite à cette catastrophe, dans les années 80, a été instaurée ce que l'on a appelé la directive Seveso. Cette directive, c'est plutôt en fait une série de directives qui, à l'échelle européenne, va recenser tous les sites industriels à risque majeur. Et il existe deux niveaux de seuil, ce que l'on appelle le seuil haut et le seuil bas. Le seuil haut, c'est comme l'usine Lubrizol, voilà, elle est classée seuil haut. Et en fait, la classification en seuil haut ou seuil bas va dépendre des aléas technologiques des différents sites, selon les produits chimiques qu'ils possèdent, selon voilà, leur capacité à gérer ou non un risque d'ampleur. Certains sites à risque sont donc classés ce qu'on appelle Seveso. Ce n'est pas le cas de tous les sites à risque. Euh, un établissement militaire, par exemple, ou une centrale nucléaire ne sera pas classé Seveso, en site Seveso, puisque ça va répondre à d'autres normes, à d'autres critères et une autre classification. Et cela nous amène donc aux risques liés à l'immobilier. Si vous êtes vendeur d'un bien immobilier ou si vous êtes propriétaire bailleur, que vous mettez un logement en location, vous êtes dans l'obligation d'informer l'acquéreur ou d'informer le locataire des différents risques liés à la commune ou au logement. À savoir si le logement est situé dans un périmètre à risque ou si la commune elle-même est située dans un périmètre à risque. Alors comment ça se passe? Ça ne se dit pas juste de façon verbale comme ça. En immobilier, beaucoup de choses passent par écrit et donc il y a un document pour cela que l'on appelle ERP, État des risques et pollution. Peut-être que vous connaissez déjà ce que l'on appelait avant ERNT ou ERNMT ou même ESRIS. Alors ERNT, État des risques naturels et technologiques, ERNMT, État des risques naturels miniers et technologiques, et ESRIS, alors je vais reprendre mes notes parce que accrochez-vous bien, on n'est pas dans du nom dans du nom de simpliste. Euh, donc ESRIS, état des servitudes, risques et d'informations sur les sols. Voilà, on ne pouvait pas faire plus compliqué. Hein. Non, 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 il fallait dire ça comme ça. Heureusement, voilà, ce n'est plus le nom en vigueur, donc puisque depuis août 2018, on appelle ça ERP, état des risques. Oui,
je finis par me tromper maintenant, état des risques et pollution. Donc, en quoi ça consiste cette ERP? Eh bien, il s'agit de ce document-là, entre autres. Cette ERP va recenser donc déjà dans un premier temps tous les risques liés à la commune. Il se peut que votre commune soit dans un périmètre à risque, ou en tout cas que la commune présente certains risques, mais que votre logement lui-même ne soit pas forcément dans le périmètre à risque. Par exemple, si vous êtes dans une commune liée à des risques d'inondation, il se peut très bien que si votre logement est situé à un autre endroit que là où il y a des inondations, votre logement n'est peut-être pas concerné. Par contre, si la commune est concernée, eh bien, ce sera indiqué dans ce document. D'autre part, il n'y a pas que les risques d'inondation, on va donc parler de risques naturels, donc comme des risques d'avalanche, des risques de feux de forêt, de crues torrentielles, des risques de cyclones ou de volcans, ou plein d'autres choses donc, qui concernent un risque naturel. Par exemple, si vous êtes situé dans les Antilles, il se peut malheureusement que vous soyez soumis à des risques de cyclones. On va aussi parler de risques miniers. Si votre commune est située à un endroit où il y avait d'anciennes mines, où il y a peut-être encore des mines éventuellement, à ce moment-là, ça va aussi être indiqué dans le document. On va aussi parler de risques technologiques. On a parlé de sites Céveso, mais pas seulement. Vous pouvez très bien avoir sur la commune une industrie présentant certains risques, un risque polluant ou n'importe quel autre risque lié à l'activité de ce site industriel. Et donc, ça va être aussi spécifié dans l'ERP. Et dernière chose, au niveau de la commune, l'ERP va aussi renseigner ce que l'on appelle le potentiel radon. Alors, qu'est-ce que le radon? Pas de panique avec ça, restez calme, restez tranquille. Remettez-vous assis dans votre fauteuil, si vous êtes assis, si vous n'êtes pas assis, asseyez-vous, hein, ça sera toujours plus confortable. Je plaisante. Mais le radon, en fait, est un gaz radioactif présent à l'état naturel. Il est inodore, il est incolore, il est présent sur toute la planète entière, hein. Ce n'est pas forcément lié à l'activité humaine ou technologique ou industrielle. Voilà, le radon, en fait, c'est un gaz qui provient de la désintégration de l'uranium et du radium, qui sont aussi des matériaux présents à l'état naturel un peu partout sur la planète. Et donc, il y a 3 niveaux de concentration en radon, niveau 1, niveau 2 et niveau 3. Si votre commune est située sur une zone classée en niveau 3, ça sera indiqué sur le RP. Donc, pas de panique avec ça, ça doit être spécifié dessus. Maintenant, voilà, il suffit, si vous êtes en niveau 3, de bien ventiler votre logement. De toute façon, j'imagine que vous ventilez déjà. C'est important de toute façon déjà pour votre santé de bien ventiler un logement, de l'aérer régulièrement tous les jours, pour déjà évacuer tout ce qui peut être microbes, acariens et autres cochonneries. Donc du coup, si vous ventilez correctement votre logement, il n'y aura pas de grosse concentration en radon à l'intérieur. Dernière chose, non, avant-dernière chose, pardon, on va aussi noter dans cette ERP si votre bien immobilier lui-même est situé dans un périmètre à risque. Et pour cela, on va joindre des cartes, une ou plusieurs cartes, présentant le périmètre à risque. Par exemple, si le logement est situé à la fois dans une zone inondable et à la fois dans un périmètre à risque technologique, eh bien, il y aura donc 2 cartes présentant ces différents risques. Et donc, dernière chose également, on va indiquer dans le RP si le bien est concerné par ce que l'on appelle des prescriptions de travaux, c'est-à-dire si des travaux ont été réalisés pour réduire ou supprimer complètement un risque. Comment ça se passe? Comment est-ce que l'on établit ce document? Qui le fait? Combien ça coûte? On va en parler. Vous pouvez faire réaliser ce document par un professionnel, mais vous pouvez aussi le faire vous-même.
Ça aura l'avantage de vous économiser un petit peu d'argent. Par contre, je vous le déconseille fortement. Pourquoi? Parce que premièrement, c'est une tâche très fastidieuse. Il faut aller à la pêche aux informations. Il faut ne rien oublier du tout. Le moindre oubli peut vous apporter des problèmes. Où est-ce que l'on se renseigne? Où est-ce que l'on a toutes ces informations-là? Vous pouvez aller en mairie, vous pouvez aller en préfecture et vous pouvez consulter le site internet GeoRisque. Sur GeoRisque, vous allez trouver toutes les informations, les cartes, les différents arrêtés préfectoraux, etc. Seulement, voilà, la tâche, comme je vous l'ai dit, elle est très fastidieuse, ça prend un temps fou à faire et vous risquez d'oublier quelque chose. Et si vous oubliez quelque chose, eh bien, c'est vous qui risquez, sans mauvais jeu de mots, d'avoir des problèmes. Vous pouvez consulter un professionnel de l'immobilier, certains vous le feront. D'autres non. Comme je vous l'ai dit, c'est une tâche fastidieuse et tout le monde n'a pas forcément envie de se risquer à faire cela. Dernière chose, vous pouvez consulter un professionnel, un diagnostiqueur agréé. Vous savez, le même diagnostiqueur qui vous a établi votre DPE, votre diagnostic plomb, diagnostic amiante, etc. Si vous vendez ou louez un bien immobilier, vous êtes forcément concerné par ces diagnostics, vous les avez forcément fait faire. Donc, rappelez le diagnostiqueur, demandez-lui d'établir un ERP. Il le fera, c'est son job. Il est aussi assuré pour ça en cas d'oubli ou en cas de problème. Et en termes de coût, eh bien, certains diagnostiqueurs vous factureront ça 50, 60 ou 80 euros. D'autres diagnostiqueurs vous les factureront 20 ou 30 euros. Voilà, ça dépend du diagnostiqueur, ça dépend de sa tarification. Mais en tout cas, ce serait dommage, juste pour une somme entre 20 et 80 euros, de ne pas faire ça par un professionnel et de risquer d'avoir des problèmes. Alors, quel problème est-ce que vous risquez? Si vous êtes vendeur d'un bien immobilier et que l'acquéreur se rend compte qu'il est situé dans une zone à risque et que vous ne l'avez pas prévenu par le biais de cette ERP, eh bien, il peut saisir le tribunal de grande instance et au mieux demander une diminution du prix de vente, dans le pire des cas, une annulation complète de la vente. Et si entre-temps vous avez déjà utilisé cet argent pour vous racheter une autre maison, je pense que vous n'avez plus qu'à l'hypothéquer ou à la vendre et, pour rembourser l'acquéreur. Et donc ça serait con pour simplement faire une économie de 20 ou 30 euros. Si vous êtes propriétaire bailleur et que pareil, vous êtes dans l'obligation de réaliser cette ERP et d'informer donc le locataire des différents risques concernés par le logement, si vous ne le faites pas et que le locataire se rend compte qu'il est dans un périmètre à risque, alors qu'il ne le savait pas, il peut saisir le tribunal d'instance et vous demander des dommages et intérêts. Et dans les deux cas, locataire ou acquéreur, si en plus ils ont subi un préjudice dû au risque dont ils n'avaient pas connaissance parce que vous ne les avez pas informés, ça peut être encore plus grave, vous pouvez leur devoir les dédommager et ça peut se compter en plusieurs milliers d'euros, malheureusement pour vous. Voilà, j'espère avoir tout dit. Je pense que je vais continuer à faire d'autres vidéos. Je ne sais pas encore à quel rythme. Peut-être une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, ou un peu moins encore. Il va falloir que je vois à quel rythme de croisière je vais pouvoir réaliser ça. Ça va dépendre de beaucoup de choses, notamment de mon activité professionnelle. C'est pas de tout repos. Donc, selon le temps dont je vais disposer, peut-être que la prochaine vidéo sera faite la semaine prochaine ou peut-être dans 2 ou 3 semaines, je sais pas. Je sais pas encore. Donc, si vous regardez cette vidéo sur YouTube, abonnez-vous à la chaîne. Si vous avez aimé, si vous avez appris quelque chose, mettez un petit pouce bleu, ça fera toujours plaisir. Et si vous regardez cette vidéo sur Facebook, eh bien, si ce n'est pas déjà fait, likez la page, partagez la vidéo, faites-la connaître. Ça peut toujours aider des amis, des proches à vous qui sont dans le cas d'une location ou d'une vente immobilière. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre juste en dessous de cette vidéo dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre.
Et dernière petite chose, autant je suis professionnel en immobilier, je connais beaucoup de choses et je peux vous informer sur plein de choses, autant sur la vidéo, je vais vous demander d'être un petit peu indulgent, c'est ma première vidéo, je ne connais pas grand-chose à ce niveau-là en vidéo, en tournage. Donc si vous êtes vous-même youtubeur, si vous faites des vidéos, n'hésitez pas à me donner des conseils, à m'apporter ouais, différentes suggestions, différents conseils sur quel matériel vous utilisez, quel logiciel de montage. Voilà, donnez-moi des conseils, je suis preneur, je serai ravi de suivre toutes les suggestions et tous les conseils que vous pourrez m'apporter dans ce domaine. Ça me fera plaisir. Je vous dis à bientôt, à la prochaine. Merci de m'avoir suivi. Ciao!